Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Bienvenue sur cette émission de présidentielle 2025. Nous sommes arrivés au terme du processus électoral concernant l'élection présidentielle. Merci, Monsieur Etoga, de concentrer ce temps à cette discussion. Le Cameroun vient de vivre un scrutin présidentiel très contesté le 12 octobre 2025. Dans les heures qui ont suivi, l'un des candidats, Issa Tiroma Bakari, s'est autoproclamé vainqueur malgré l'absence de proclamation officielle par le Conseil constitutionnel. Des tensions ont émergé dans plusieurs villes, Garoua, Douala, Tchang, avec des incendies d'édifices du parti au pouvoir, rapporté le 16 octobre 2025. Ce contexte incertain soulève de nombreuses questions juridiques, politiques et géopolitiques. Monsieur Toga, bonsoir. Bonsoir et merci de l'invitation. C'est toujours un plaisir de venir partager avec vos téléspectateurs, n'est-ce pas, la matière grise qui est la mienne. Et je profite ici pour saluer la famille et toutes les personnes qui nous sont proches. Pour éclairer le cadre dans lequel se déroule toute polémique, il est essentiel de rappeler les dispositions de la loi électorale camerounaise. Le Cameroun dispose d'un code électoral encadré par la législation, notamment la Constitution, le code électoral et les lois d'application, qui prévoient la nomination de l'ECAM, Élections Cameroun, comme organe indépendant de gestion du scrutin et le Conseil constitutionnel comme autorité de validation finale. Monsieur Toga, pourriez-vous rappeler brièvement les principes de disposition de la loi électorale camerounaise? Oui, j'aimerais bien, mais je ne veux pas arborer une cape qui n'est pas la mienne. Je ne suis pas fondamentalement juriste, mais je vais m'essayer, n'est-ce pas, à répondre au mieux à votre question. Ceci étant dit, je vais non pas surpasser ou survoler, n'est-ce pas, toutes les dispositions légales parce que la matière n'est pas la mienne, mais de ce que je sais, c'est que chaque acteur politique dans la scène camerounaise est au fait de ce qui doit être fait dans les normes qui sont régies, n'est-ce pas, par la loi électorale au Cameroun. Et cela est encadré naturellement par la Constitution qui est la loi fondamentale de notre pays, qui a délégué un pendant de son pouvoir, de sa capacité à gérer, n'est-ce pas, la vie sociale au Cameroun en matière électorale ici. On a donné un pendant à un organe indépendant qui voudrait, n'est-ce pas, organiser en toute quiétude l'impartialité, n'est-ce pas, du jeu politique dans la scène politique camerounaise. C'est pourquoi la loi électorale, elle existe et elle est chapeautée par une structure, une organisation qui, ma foi, se veut impartiale et qui agit en toute transparence et dont l'organisation dont la structure, le fonctionnement est régi par la loi électorale. Ici, on parle du docteur Eric Essoussé, qui est le directeur de Election Cameroun, comme on appelle, et docteur Abraham Herbe, qui est aussi le directeur adjoint, et lui-même qui, n'est-ce pas, est aux manettes dans l'organisation. À côté de ça, il y a les articles, normalement, qui doivent être respectés scrupuleusement en fonction du processus. Et quand on parle d'introduction, n'est-ce pas, de candidature, il faut respecter certaines données, des données qui sont, pour ma foi, à la portée de tous, pour tout parti politique qui se veut respectable sur la scène politique camerounaise. À côté de ça, quand vous avez passé cette étape-là, vous arrivez dans le bain de la chose politique au Cameroun, c'est-à-dire les élections. C'est là aussi encadré par différents articles que je n'ai pas en tête de mémoire. Et donc, il va falloir retourner un tout petit peu dans les fascicules pour, n'est-ce pas, chapeauter et construire tout raisonnement autour, n'est-ce pas, de la loi qui encadre l'organisation des élections. Et quand les élections sont terminées, il faut bien, ce qu'on appelle post-élection, il faut aussi, le législateur a réfléchi que après les élections, il faudrait bien des articles qui encadrent le comportement des acteurs. C'est pourquoi, avant les élections, les acteurs politiques qui concourent, n'est-ce pas, à la présidentielle de cette année 2025, ont signé, n'est-ce pas, un protocole d'accord qui du moins un document qui encadre les mœurs et bonnes conduites tout au long de ce processus électoral. Vous voyez ici que c'est un ensemble de lois et de règles et de bonnes mœurs qui permettent à ce que l'élection au Cameroun ne connaisse aucune faille que ce soit. Et
vous me posez la question, peut-être on y reviendra, pourquoi est-ce que cette élection-ci a eu du rififi à la fin du 12 octobre qui a, n'est-ce pas, marqué l'événement majeur, c'est-à-dire les Camerounais qui sont allés aux élections. Est-ce que vous pouvez rassurer les différents électeurs sur la confiance qu'il faut accorder à Elekam, puisque les électeurs disent qu'ils n'ont pas confiance à Elekam, parce qu'Elekam, c'est le gouvernement qui a mis en place Elekam. Naturellement, j'ai bien envie, mais sauf qu'ici, la construction de la méfiance envers les institutions au Cameroun est un processus qui a été, n'est-ce pas, mis en place par l'opposition camerounaise et naturellement ce qu'on appelle aujourd'hui la société civile. Il y a, n'est-ce pas, ce que le professeur Charlemagne Messanga Nyamdjing appelle le coup d'État scientifique. Telles sont des pratiques qui tendent à montrer que le coup d'État scientifique a été, n'est-ce pas, formaté au Cameroun dans la mesure où on a pris à bras le corps certaines institutions pour construire la perception que chaque Camerounais se fait des institutions qui régissent sa vie sociale au sein d'un territoire qu'on appelle Cameroun. Et donc, venir aujourd'hui en 2025 me dit, moi, de convaincre les Camerounais qui doivent avoir une certaine confiance envers les institutions au Cameroun, qui respecte même déjà celui qui doit être incarné même déjà ces institutions-là, à savoir le président de la République. J'ai envie de dire ici que le Camerounais aujourd'hui ne respecte pas le président de la République, il ne respecte pas l'institution président de la République, il le balance à la poubelle de l'histoire. Et donc on voyait ici que cette confiance-là a été déconstruite au fil du temps et ça a pris, du moins pour ce que je peux observer, une trentaine d'années, une quarantaine d'années, parce que quand je vois les premières personnes, la première diaspora camerounaise à s'installer au niveau hors du pays, on voit que il y avait déjà quand même du rififi, mais sauf que les partis d'opposition avec le multipartisme a fait naître une certaine catégorie de politiques qui voyaient non pas en l'institution quelque chose qui organise la vie sociale, mais une institution qui est là pour matraquer toute opposition idéologique à celle qui gouverne la société au niveau du Cameroun. Et cela a permis à ce que, n'est-ce pas, naissent déjà les villes mortes après les élections, je pense, de 92, il y a eu les villes mortes. Après les villes mortes, on a eu encore en 2008 la grève de la faim en 2008. Tout ça part du fait qu'il y a une négation de la confiance, de la capacité, n'est-ce pas, des institutions à régler les problèmes sociaux. Ce n'est pas pour dire que ce constat-là n'est pas vrai ou faux. Et il faudrait bien que les institutions soient ma foi, sauvegarder. La confiance qu'on accorde à une institution naît aussi du fait que les acteurs qui, ma foi, organisent et structurent le fonctionnement de ces institutions-là ont patte blanche. Mais sauf que quand on regarde au niveau du Cameroun, on voit bien que ces acteurs-là, bien que l'institution existe, mais elle est embrigadés par des acteurs qui n'ont pas forcément aidé le citoyen à avoir confiance en ces institutions-là. C'est le cas naturellement de Election Cameroun. Ce n'est pas du fait que c'est le président de la République qui met en place cette structure-là, mais c'est le fait que les acteurs qui régissent, qui organisent le fonctionnement de cette institution-là portent une cape qui pourrait porter en faux dans la transparence et l'impartialité de ces acteurs-là. Quand on regarde bien ces acteurs-là, on peut supputer qu'ils appartiennent à un parti politique qu'on pourrait nommer aujourd'hui le RDPC. Et donc, tous ces acteurs-là ont, pour ma part, quelque chose de méfiant que le citoyen camerounais a pu déceler. Et c'est en cela que je considère qu'on a nié la capacité du citoyen camerounais ou bien de l'homme camerounais à agir en toute impartialité en situation de... Parce que le fait que j'ai le RDPC aujourd'hui n'enlève en rien mon impartialité si je dois agir dans une situation où cela m'est demandé. Je peux, c'est comme un arbitre, c'est comme un arbitre. Un Français peut arbitrer un match de football entre la France et le Brésil. Cela ne va aucunement apporter du rififi, bien que pendant le match, les Brésiliens vont naturellement manifester que oh, c'est un Français, c'est un Français. C'est un peu ce qui se passe au niveau du Cameroun, à savoir que, n'est-ce pas, les acteurs... Malgré le cadre juridique, le 14 octobre 2025, M. Issa Tiroma Bakari a publié une vidéo dans laquelle il déclarait « Notre victoire est claire, elle doit être respectée ».
appelant Paul Biya à concéder. Le gouvernement a répliqué que seule la Cour constitutionnelle pouvait proclamer le verdict officiel qualifiant de haute trahison toute proclamation autonome. Selon vous, pourquoi certains candidats au mouvement s'autoproclament vainqueurs en dépit de l'interdiction légale de diffusion des résultats généraux avant validation officielle? Naturellement, on va citer ici la Côte d'Ivoire, le président Ouattara s'est autoproclamé vainqueur au niveau, du moins en 2012, je pense, quand les émeutes ont pris de l'ampleur, au point où l'ONU s'est interposée pour installer, n'est-ce pas, le président Ouattara au pouvoir. Mais avant d'entrer véritablement dans l'analyse, j'aimerais d'abord ici marquer ma toute désapprobation quant à l'action ou alors à la posture du ministre Issa Chiroma Bakary dans cette élection présidentielle du 12 octobre 2025. Je condamne fermement, n'est-ce pas, cette déclaration, cette proclamation de résultats, parce qu'elle n'est pas conforme à notre loi fondamentale qui consacre, n'est-ce pas, la proclamation des résultats à une institution qui nous est chère, la plus haute au Cameroun, le Conseil constitutionnel. Outrepasser, n'est-ce pas, cette structure-là et s'autoproclamer vainqueur sur la base des fallacieux PV que nous avons en possession, j'ai envie de dire que c'est un peu tirer le Camerounais pour un fou, pour un con. Et donc le ministre Chiroma, si on prend un précédent, toujours sur la scène camerounaise, j'ai convoqué ici 2018, l'action gouvernementale, porte-parole du gouvernement, s'était offusqué du fait que un candidat à la candidature, le ministre Maurice Kamto, pas la veille, mais au lendemain des élections, s'était autoproclamé vainqueur des élections. Et il est monté au créneau pour condamner, n'est-ce pas, cette action qui, ma foi, s'écartait de la normalité. Lorsque je l'ai dit, je dois aussi mettre en lumière ici le fait que l'embrigadement légal qu'on aimerait imposer au Cameroun devient quelque chose de problématique. Dans la mesure où les acteurs, je reviens sur le concept des acteurs, l'acteur et le système de Michel Crozier, les acteurs n'ont pas patte blanche dans l'impartialité, ce qui garantit, n'est-ce pas, la toute transparence et la toute impartialité que chaque citoyen devrait avoir en une institution. La construction de la méfiance, n'est-ce pas, des institutions, en l'occurrence ELECAM, en l'occurrence le bafouement, n'est-ce pas, des différentes lois qui régissent notre organisation électorale, on voit bien que les acteurs politiques travaillent à ce que la négation même de l'idée de l'existence du pays Cameroun soit bafouée au point où on fasse naître un nouvel État qui efface, n'est-ce pas, toute l'histoire que le président de la République a eue jusqu'ici parce qu'on le condamne, soi-disant qu'il n'a rien fait pendant 43 ans. C'est dire qu'aujourd'hui, n'est-ce pas, le chiisme qui vient de naître avec la proclamation, l'autoproclamation que le ministre Issa Chiroma a fait, et toute la cohorte qui le galvanise, n'est-ce pas, dans cette orientation belliqueuse, on voit bien qu'ils sont dans une négation même de l'existant. Et cette négation-là part du fait qu'ils affirment, mordicus, qu'aucune institution au Cameroun ne fonctionne et aucune institution au Cameroun n'est impartiale. Si on prend, n'est-ce pas, pour exemple, l'organe électoral, on voit bien qu'ils clament, tambour battant depuis au moins une trentaine d'années, que cette institution doit être dans la fonte totale. À savoir que si on regarde aujourd'hui, n'est-ce pas, la participation qui permettrait une impartialité, n'est-ce pas, des élections au Cameroun, on voit bien que la représentativité des acteurs politiques et des acteurs administratifs sont, n'est-ce pas, au cœur de l'organisation des élections au Cameroun, quelle que soit l'élection. En l'occurrence, ici, on parle naturellement de la présidence de la République. On voit que les acteurs politiques et le pouvoir organisationnel sont en concert dans l'organisation des élections
mais n'ont pas la même approche idéologique quant à ce que l'organe qui organise les élections, pour eux, est biaisé. Or, la représentativité de ces acteurs-là, c'est quelque chose de garanti par la loi. Et donc, l'impartialité ici de l'institution viendrait du fait naître naturellement, ma foi, je considère qui fait naître, je pense, une crédibilité certaine, n'est-ce pas, de cette institution-là. Si aujourd'hui nous sommes en porte-à-faux sur une question X ou Y et que un arbitre externe vient pour, n'est-ce pas, nous séparer, vient pour agir en toute collégialité, je considère que cet arbitre-là, il n'a pas le besoin ultime d'être en accord total avec notre idéologie, d'être en accord total avec ce que nous portons comme idéologie d'impartialité ou quoi que ce soit. Notre représentation permet, ma foi, à garantir, n'est-ce pas, la crédibilité de cette institution-là, parce que nous partons de bonne foi. Et si nous ne partons pas de bonne foi dans l'élection, comme c'est le cas aujourd'hui, on voit bien que cette mauvaise foi-là part du fait qu'au départ, on nie déjà la crédibilité de cet organe électoral-là pour construire un imaginaire au sein de la population qui permet naturellement d'aboutir à des comportements comme celui du professeur Maurice Kamto, comme celui de Issa Chiroma Bakary, et garantit naturellement une projection que peut-être... Est-ce que M. Issa Chiroma Bakary ne s'est pas douté que le Cameroun est vraiment structuré au niveau sécuritaire? Il a pris à la légère la force sécuritaire que le Cameroun dispose. Que non, il est au fait, n'est-ce pas, de l'organisation structurelle en termes militaires au niveau du Cameroun. Il est au fait de l'organisation administrative au niveau du Cameroun parce qu'il a été membre, n'est-ce pas, depuis 33 ans déjà. Et donc, cette expérience-là lui donne, n'est-ce pas, la latitude de maîtriser un tout petit peu, n'est-ce pas, l'organisation de l'État au niveau du Cameroun. Mais j'ai envie d'ici de convoquer, n'est-ce pas, la trajectoire de cet homme. Quand on voit les postes qu'il a occupés, on voit bien qu'il a été au cœur, n'est-ce pas, de l'organisation de l'État du Cameroun qu'il aimerait aujourd'hui gouverner. Mais la question que vous posez, elle est d'une importance capitale dans la mesure où ce ministre, le ministre Issa Chiroma, a mis sur la place publique un communiqué, pas plus tard que dimanche, pour faire état de ce que les membres, dimanche ou samedi, pour faire état de ce que les membres du gouvernement lui ont apporté un certain réconfort et une certaine amitié, n'est-ce pas, quant à sa victoire. Et la haute hiérarchie militaire, n'est-ce pas, du moins le Gotha militaire au niveau du Cameroun, lui accorde, n'est-ce pas, ses sympathies. On voit bien que ce discours, si je prends, n'est-ce pas, pour mon compte, toute l'analyse qu'a fait un de vos confrères, le journaliste Bruno Bidjan, qui a permis de mettre en lumière ici, n'est-ce pas, la stratégie communicationnelle qui permet à ce que chaque Camerounais s'identifie comme étant en phase avec l'orientation que le ministre Issa Chiroma donne à son discours, à savoir que j'ai gagné, c'est tout un processus, je proclame ma victoire, et il faille bien, au lendemain de cette proclamation-là, apporter des preuves que j'ai gagnées, et il indique que je viendrai avec les preuves. Et comment ce processus à l'envers, il aurait dû proclamer sa victoire et dans la foulée nous donner des preuves. Sauf que ce qu'il condamne à Elekam aujourd'hui, c'est ce qu'il fait. Dans la simple et bonne mesure, dans la simple et bonne idée que il annonce sa victoire, mais il n'a pas les éléments pour adosser sa victoire dessus. Et donc, l'aspect militaire que vous convoquez ici n'est rien d'autre qu'une stratégie de communication pour construire un univers
un univers qui n'est pas le sien, un héros qui se voit martyrisé, qui a besoin de la sympathie, qui a besoin de la reconnaissance institutionnelle pour, n'est-ce pas, garantir, n'est-ce pas, les intérêts de ceux qui lui apportent soutien et toute la masse, toute la cohorte qui lui porte toute la sympathie. Et c'est là un ancrage dans la perception de chaque Camerounais quant à ce que son autoproclamation demeure et va perdurer dans le temps. Si aujourd'hui le citoyen camerounais est déjà conscient du fait que un colonel ou des colonels, des généraux sont à ses côtés, il va de soi que le schisme au niveau de l'armée, au niveau du Cameroun, est quelque chose qui est cher, n'est-ce pas, à la stabilité du pays, prend un coup. Et le Boko Haram qui est à côté, les Balaka et les anti-Balaka qui sont au niveau de l'Est, on ne va pas nommer ici la crise au niveau du Nord et du Sud-Ouest. Mais si le ministre Tiroma, lui qui aimerait être le président de la République, n'a pas de limite quant à ce que ce corps militaire garantit, n'est-ce pas, la stabilité du pays, il réfléchit à le déstabiliser, à le fragiliser, à le morceler. On voit bien que la stratégie du ministre Issa Tiroma ici n'est pas en phase avec les idées qu'il aimerait mettre sur la place publique, c'est-à-dire gouverner le Cameroun, mais il est plutôt dans la déconstruction de l'État du Cameroun pour l'avènement de quelque chose que je m'en vais ici énoncer, de quelque chose qui est sombre. Moi, quand je regardais les émissions, pas les émissions, quand je regardais, n'est-ce pas, la campagne du ministre Issa Tiroma Bakary, il y a un élément fondamental qui est peut-être passé inaperçu. Ce n'est pas pour dire que la foi n'existe pas dans le champ politique, mais terminer un meeting politique avec plusieurs sympathisants qui adossent, n'est-ce pas, des foi diverses, à savoir les catholiques, les musulmans, vous terminez votre meeting avec la sourate. La sourate, une des sourates qui a été récitée, n'est-ce pas, dans un des meetings du ministre Issa Tiroma Bakary. J'ai tilté et je me suis rendu compte que ce monsieur a un destin sombre pour le Cameroun. Et ce destin, moi j'ai envie de le dire, c'est la construction, le prolongement de ce que Boko Haram nous a préparé, c'est-à-dire l'instauration d'un état du califat. Aujourd'hui, la trajectoire qu'il a prise, c'est un chemin de non-retour. Il est prêt à construire quelque chose qui va créer une division au niveau du Cameroun. Il faut prendre, n'est-ce pas, j'ai envie de dire, pas pour utiliser un bien grand mot ici, il faut prendre son courage pour dire à ce monsieur que le Cameroun est quelque chose que lui-même a chéri et qui est un et indivisible, et que la trajectoire qu'il a prise au cours des dernières années n'aidera aucunement cette trajectoire. Le califat ne va pas perdurer au Cameroun. Et Issa Tiroma, le ministre Issa Tiroma, est porteur de ce projet, le califat. Les résultats officiels ne suivent pas les revendications dans une ou l'autre direction. Ces troubles peuvent avoir des retombées bien au-delà du plan national. Selon vous, quelles seraient les conséquences géopolitiques immédiates et à moyen terme si des troubles orchestrés, y compris depuis l'étranger, dont la diaspora, venaient à se déclencher? Vous savez, la géopolitique a toujours été au cœur des élections au niveau du Cameroun. Quand on parle des élections présidentielles, j'entends. Et pour cette élection, il y a eu des actions et des actes qui ont été posés qui tendent à montrer que la communauté internationale, par le démembrement qui est le sien, à savoir la France, agisse ou alors agit, n'est-ce pas, dans la mesure où ses intérêts doivent être préservés au niveau du Cameroun. Et pour cela, il faut naturellement un acteur qui aiderait, n'est-ce pas, la communauté internationale à sauvegarder ses intérêts et en avoir un peu plus. Quant à l'idée qui se véhicule au niveau du monde à l'heure actuelle, c'est-à-dire la multipolarité. La multipolarité que moi aussi j'aimerais appeler ici les multi-horizons. Les multi-horizons, c'est-à-dire quoi? Au niveau du Cameroun, on voit la polarisation des acteurs politiques.
par des mécanismes qui ne sont aucunement propres à l'État du Cameroun ou alors aux acteurs ou alors aux citoyens qui habitent ce territoire-là. Vous avez des journalistes qui ont construit, n'est-ce pas, la négation de l'existence de l'État dans la mesure où ils promeuvent une posture qui se voudrait en accointance avec ce que le ministre Chiroma aujourd'hui est en affinité, à savoir dialoguer avec les terroristes. Et naturellement, consacrer la validité, n'est-ce pas, de l'existence d'un État qui se voulait autrefois virtuel. Si aujourd'hui on donne la latitude, n'est-ce pas, au futur, entre guillemets, président Issa Chiroma Bakary, de s'asseoir avec l'État virtuel qu'on nomme aujourd'hui Ambazonie, cela de fait et de facto, d'un point de vue juridique, prend fait et cause, ce qui permettrait à la future génération de rester figée sur cette date historique qui garantit, n'est-ce pas, la fragmentation inéluctable du Cameroun, à savoir que les prédécesseurs des Tandemmouna, des porteurs, n'est-ce pas, de cette cause-là, non pas Tandemmouna n'a pas été porteur de cette cause-là, il a été plutôt pour la réunification du Cameroun. J'ai oublié le nom de cet avocat-là qui, dans les années 1970, pardon, portait cette cause de l'Ambazonie déjà. Et donc, vous voyez ici que au fil du temps, chaque acteur de ce côté-là qui a en lui cette idéologie-là marque un pas. Et l'aboutissement, c'est que leur existence sur la scène politique est déjà un fait, parce que chaque Camerounais aujourd'hui qui a grandi sans connaître le nom Ambazonie, aujourd'hui est au fait de ce que l'Ambazonie est un État virtuel qui aimerait exister. L'avènement maintenant du ministre Issa Chiroma Bakary et la posture qu'il entend prendre dans l'optique de résoudre cette crise permet de consacrer, ma foi, l'existence de cet État-là, même si ce n'est que d'un point de vue historique. Les choses vont évoluer parce que la cause ne va pas disparaître. Ils vont se réjouir du fait qu'on s'est assis avec la plus haute autorité qui garantit, n'est-ce pas, les pourparlers pour, n'est-ce pas, la division, puisque la discussion ne va que porter sur la division. Issa Chiroma c'est un candidat. Il est un candidat qui a proclamé sa victoire et qui a l'assentiment, n'est-ce pas, de l'ensemble des séparatistes qui sont pour que, n'est-ce pas, il arrive au pouvoir et que ce qu'il a promis quand il a fait l'affaire de déplacement au nord-ouest et au sud-ouest s'en suive. Et donc c'est pourquoi je dis, historiquement, ça sera une faute très grave que même les juristes aujourd'hui qui discutent, n'est-ce pas, de ce sont nos frères, ce sont nos ceci, mais l'État Cameroun ne connaît ni de frères, ni de sœurs, ni de cousins, ni de ceci. L'État du Cameroun doit être préservé dans toute son unicité et dans toute sa souveraineté. Même cette posture-là, si M. Chiroma arrive au pouvoir et que cette posture, cette stratégie de résolution des crises entre en contradiction avec l'existence de notre loi fondamentale, à savoir la Constitution, je vous assure que moi je prédis un coup d'État, parce que je ne peux aucunement consentir du fait que les militaires camerounais qui sont formés pour préserver l'intégrité du territoire se retrouvent aujourd'hui mis en retrait face à une menace qui entrave, n'est-ce pas, la souveraineté de notre pays. C'est pourquoi les agissements et la posture que le ministre Issa Chiroma prend, c'est le discours de la communauté internationale. Vous voyez qu'on revient à la géopolitique et donc l'intervention de la communauté internationale dans le processus électoral au niveau du Cameroun. Cette posture-là de la disposition discussionnelle que ces personnes voudraient, je considère que c'est amadouer le peuple quant à ce qu'il connaît les enjeux de ces personnes parce qu'il était dans le gouvernement qui a traité de cette question-là. Il a été au fait, n'est-ce pas, de tout ce qui se passe. Ministre de l'Emploi, il a été au fait des dérives en termes de chômage au niveau de ces deux régions-là. Mais sauf que ministre de l'Emploi, il n'a rien fait pour ces personnes-là qui réclamaient, n'est-ce pas, le simple pain quotidien. Aujourd'hui, il vient en Jésus-Christ, lui qui va sauver toute la terre, avec toute la communauté internationale qui lui apporte tout le soutien qu'il faut.
Mais sauf que la multipolarité voudrait qu'aujourd'hui, on soit, n'est-ce pas, avisé de ce qui se passe, non pas que au niveau du Cameroun, mais aussi sur la scène internationale. Quand on voit la France vouloir s'investir au niveau du Cameroun et qu'elle rencontre elle aussi en son sein un ensemble de problèmes, on est en droit de se dire que la communauté internationale aujourd'hui travaille quant à ce que ses intérêts sont menacés et sa vie sociale, sa quiétude sociale dans son propre fief, à savoir son propre territoire, est questionnée et est mise en mal. Parce que la manne qui venait d'outre-mer, n'est-ce pas, des territoires colonisés, est fragilisée. Et donc, il n'y a plus, n'est-ce pas, cette garantie jadis qui a disparu comme un éclair. Et aujourd'hui, elle est confrontée à une réalité qu'elle n'a pas prévue. Et il faudrait retrouver, n'est-ce pas, des personnes à même de lui apporter, n'est-ce pas, cette garantie en termes de pillage de ressources au niveau du continent africain. Et donc la France, quand vous parlez de géopolitique, agit par le truchement de son général Le Marchand, qui est venu baliser le terrain d'un point de vue militaire et donner du renseignement nécessaire à ce ministre-là, puisqu'il y a eu une rencontre à l'ambassade du Cameroun entre le ministre Issa Tirouma Bakary et le général Le Marchand. Et je n'ai pas envie de convoquer ici d'autres personnes que le ministre Issa Tirouma Bakary a consultées. Et donc, vous voyez ici que ces rencontres-là n'ont pas été anodines. Elles ont plutôt aidé à construire un opposant qui aujourd'hui a eu l'assentiment de tout un parterre politique, de tout un parterre médiatique pour construire, n'est-ce pas, un storytelling aguicheur qui va rencontrer, n'est-ce pas, les aspirations d'un peuple en désolation. Ce peuple en désolation qui attend quoi? Le Messie. Et le Messie, c'est qui? C'est Issa Tirouma Bakary qui aimerait bien se présenter ainsi. Mais je précise et je persiste en signant que ce qu'il nous réserve, c'est la construction d'un État du califat. La construction d'un État de califat, dans ce contexte tendu, les populations camerounaises expriment des revendications diverses. La diaspora en particulier joue souvent un rôle vocal, je précise bien, un rôle vocal dans la contestation politique. Tandis que la population à l'intérieur du pays supporte des conditions socio-économiques et sécuritaires difficiles dont elle s'adapte et elle vit avec au quotidien. À votre avis, quelles sont les principales revendications de la diaspora camerounaise? Est-ce que de vous décevoir, je vais dire que le Camerounais est paresseux. Le Camerounais se refuse de travailler. Le Camerounais se refuse même d'avoir de l'inventivité. Mais on parle de non-emploi. J'arrive. On parle de non-emploi dans un pays qui, ma foi, a des étendues de terre qui permettraient à ce que chaque Camerounais développe une activité agricole. C'est le président de la République qui disait « la terre ne trompe pas ». Et aujourd'hui, on voit bien, n'est-ce pas, les effets de cette prophétie, puisqu'il faut dire que le président de la République, avec, n'est-ce pas, tous les conseils qu'il a donnés à la jeunesse camerounaise, qui a refusé de les mettre en pratique. Donc vous voulez en faire du Cameroun un grenier agricole de la sous-région? Tout à fait. Et donc, les cacaoculteurs qui ont écouté, n'est-ce pas, ce discours du président de la République, aujourd'hui sont en train de récolter les fruits. Le prix du cacao a augmenté. Quand il tenait ce discours, la terre ne trompe pas, il faut diversifier ses cultures. Le cacaoculteur, lui, voyait en Paul Biya quelqu'un de je ne sais pas moi quoi. Et il est venu leur dire que transformez votre manière de faire du cacao, ne restez pas dans les fèves traditionnelles. Il y a de nouvelles méthodes, de nouvelles techniques, de nouveaux intrants qui ont été mis sur le marché. Donc travailler en collaboration avec une structure que j'ai mise en place, l'IRAD. Les agriculteurs ne voyaient en gros rien. Les fonctionnaires sont entrés dans ce secteur-là parce qu'ils ont vu que eux, ils sont dans la manipulation des dossiers, ils ont les données nécessaires pour montrer que les projections montrent que tous ces ministres qui ont acheté des grands lopins de terre, qui ont fait des palmeraies, qui ont fait ci, qui ont fait ça, aujourd'hui, ils sont d'une portée financière qu'on ne saurait douter.
Et donc, je dis que le Camerounais est paresseux parce que ce n'est pas fort, ce n'est pas fort. Je sais bien que vous croyez que c'est fort. Ce n'est pas fort. Le Camerounais est paresseux dans la mesure où, même quand il veut travailler, il accepte d'abord faire mal. Il fait d'abord mal son travail. Parce que son argent, il a dans la poche. Il s'en fout du rendement, du rendement qu'il doit produire pour l'évolution de la société. Le Camerounais est paresseux parce que même jeter une simple bouteille dans les bacs à ordures, il n'y arrive pas. Le Camerounais est paresseux dans la mesure où il faut bien regarder son organisation. Il est plus dans ce que je considère comme étant l'oisiveté que toute autre chose. Bien qu'il ait allé à l'école, bien qu'il ait, n'est-ce pas, la matière grise pour structurer, n'est-ce pas, une pensée projective, une pensée qui permettra à ce que, n'est-ce pas, la grammaire qui est au village comprenne, n'est-ce pas, les mécanismes de fonctionnement. C'est reconnu internationalement. Oui, tout à fait. Et donc, si aujourd'hui on arrive à vénérer le diable dans un pays comme le Cameroun, on vénère le diable, il faudrait que le diable vienne nous libérer. Un pays qui a connu la venue sur son territoire d'au moins 3-4 papes, un évêque assis au Cameroun, à l'ouest du Cameroun, s'élève et dit « Vénérons le diable pour qu'il vienne nous sauver ». Est-ce que vous pensez à ce moment-là que, même si ce diable arrive, il retrouve les comportements des Camerounais qui aujourd'hui se retrouvent à jeter de la poubelle un peu partout, d'un claquement de doigts, il va changer ces habitudes-là? Que non. Et donc c'est pourquoi je dis, au risque d'offusquer certains, il faut dire la vérité. Et dire la vérité, ce n'est pas dédouaner qui que ce soit. Chacun a ses torts, mais sauf que cet adage qui dit que un peuple mérite les dirigeants qui sont à sa tête. Je dis non. Le président de la République aujourd'hui a produit un livre qui est méconnu de l'ensemble des Camerounais pour le libéralisme communautaire. Je suis presque certain que 1/10 de cette population-là a découvert l'existence de ce livre-là cette année, parce qu'il a été distribué gratuitement. Mais que même les intellectuels n'arrivent pas à soutenir la pensée politique de cet homme-là, qui vient sur les plateaux de télé et dit il n'a pas de projet, il n'a pas ceci, il n'a pas cela. Est-ce que ce n'est pas la longévité qui fait en sorte que les intellectuels sont butés au niveau de la compréhension et de l'analyse profonde de la pensée politique du président Paul Biya? C'est la paresse. C'est la paresse, parce qu'on est dans la négation de ce qui nous est propre. Ces logiques analytiques me poussent à croire que nous sommes occidentalisés, dans la mesure où le discours que je porte n'est pas contextualisé. Nous sommes dans une société africaine et on ne bouscule pas son parent. On ne le bouscule pas. On est plutôt dans un village planétaire. Est-ce que ce n'est pas le rôle vocal que la diaspora met sur les réseaux sociaux? Non, je vais vous dire une chose. La diaspora camerounaise a échoué. Il faut que ce soit dit. La diaspora camerounaise est dans l'échec total. Qu'est-ce qu'elle a vendu auprès des citoyens camerounais? Le bling-bling, le m'as-tu vu. Aujourd'hui, la diaspora considère le Cameroun comme étant un état de plaisir. Je rentre au Cameroun, moi de la diaspora, pour faire de l'amour avec des filles. C'est ça la diaspora. La diaspora camerounaise construit des projets pour piller l'État. C'est ça la diaspora camerounaise. Il faut dire la vérité. Et donc, il n'y a pas des patriotes, du moins, il faut parler avec un langage scientifique. Il y a moins de patriotes dans la diaspora camerounaise parce qu'ils veulent être au pouvoir pour estimer qu'à ce moment-là, ils vont construire. Mais en construisant, ils se mettent plein les poches et l'État du Cameroun n'existe pas dans leurs actions. Et donc, la volonté générale, elle est dépourvue, n'est-ce pas, elle n'existe même pas dans la logique de pensée. Moi, je considère que la diaspora camerounaise, elle a échoué. Elle a peut-être réussi dans les manifestations, les UEDIA qu'ils font par-ci, par-là pour contester je ne sais quoi. Un rôle vocal de contestation. Mais on peut l'attribuer.
Oui, ce rôle vocal aujourd'hui avec l'aide du numérique, et on voit bien ce rôle vocal aussi qui est déjà numérisé parce qu'ils tiennent des discours médiatiques qui tendent à créer de l'insurrection sur le territoire camerounais. On voit bien que cette diaspora-là a quelque chose de fâcheux. Quelque chose de fâcheux. Ils militent même déjà pour la division du pays. Ils militent pour, n'est-ce pas, l'insurrection au pays parce qu'ils ont déjà retiré, eux, l'ensemble de leur famille, n'est-ce pas, dans ce territoire qu'est le Cameroun, les déporter vers l'Hexagone et les frustrations qu'ils ont de leur échec, pour certains, sur, n'est-ce pas, la scène internationale ou bien de la diaspora. On voit bien que le dépotoir devient le Cameroun parce qu'ils estiment que le Cameroun ne leur a rien donné. Mais historiquement, que pouvait faire le président de la République pour satisfaire, n'est-ce pas, ces millions de Camerounais qui existent aujourd'hui? Quand il prenait le pouvoir, quand il prenait les premières élections, l'électorat, c'était 500 000 personnes. Aujourd'hui, nous sommes à 8 millions. L'évolution démographique, ainsi de suite. Mais le président, en 43 ans, a gardé la paix sociale. Bien que cette paix est discutée aujourd'hui par certains de la diaspora encore, parce qu'ils estiment qu'au nord, au nord-ouest et au sud-ouest, il faille, pour taire les armes, diviser le pays. J'aimerais bien voir Issa Tirouma au pouvoir et accepter la séparation, parce que les sécessionnistes vont refuter en bloc son idée du fédéralisme. À ce moment, je verrai ce qu'il fera. Est-ce qu'il n'y a pas un corollaire difficile à mettre en évidence entre cette diaspora qui vit en diaspora, des pays qui ont 200 ans, 150 ans, 180 ans d'existence, face à des pays africains, notamment le Cameroun, à 61 ans d'existence? Est-ce que ce corollaire n'en effet pas ne pointe pas vers une analyse biaisée? J'ai envie de dire oui et non. J'ai envie de dire oui et non. Dans la mesure où aujourd'hui, nos facultés intellectuelles permettent à ce que nous soyons au même niveau que l'Occident. Et c'est pourquoi j'ai dit la diaspora a échoué. Parlons un peu du Japon avec le shogun. C'est vrai que dans le shogunat, les Japonais étaient transférés vers l'Hexagone pour apprivoiser, j'ai envie de dire, la culture et la science au niveau de l'Hexagone et revenir faire une implémentation dans le pays. C'est vrai qu'il y avait l'accompagnement du gouvernement. Mais je suis certain que les premiers Camerounais qui sont sortis de ce territoire-là ont reçu tous des bourses. Qu'est-ce qu'ils en ont fait? Sont-ils retournés implémenter ce qu'ils ont étudié? Ou bien sont-ils restés à l'Hexagone parce qu'ils avaient, n'est-ce pas, je ne sais, c'est pas une faute, que non. Sont-ils restés à l'Hexagone parce qu'ils avaient une meilleure offre? C'est l'offre de la demande. Vous revenez là sur l'investissement du Cameroun, qui n'a certainement pas récupéré son investissement. Naturellement, le Cameroun a été perdant dans cette histoire. Il faudrait aujourd'hui, puisque nous parlons des choses qui vont faire évoluer la société, il faudrait mettre tout sur la table et que chacun reconnaisse ses torts pour que le Camerounais, se retrouve face à un miroir et dise que j'ai rien apporté au Cameroun jusqu'ici, je ne dois rien lui demander. Et donc, la comparaison que vous faites, en mathématiques, on nous dit, on ne fait pas de comparaison entre le macabo et la patate. Vous ne pouvez pas prendre un État qui a 500 ans d'histoire, qui vous a esclavagisé, qui vous a colonisé, qui vous a néocolonisé, qui a mis en exergue, n'est-ce pas, une relation d'intimité avec les élites et la société civile pour fragiliser vos États. Et vous venez aujourd'hui dire, ou alors tenir un discours qui, ma foi, est loufoque, que ces États-là sont mieux développés que le vôtre. J'aimerais dire ici en mai 68, le Cameroun est mieux développé que la France. En mai 68. Mais sauf qu'en mai 68, il y a eu quoi? Les émeutes. Est-ce qu'il faudrait qu'on arrive au niveau des émeutes pour que le Cameroun sente que le développement passe par l'apport de tout un chacun à construire un idéal qui est voulu par le président de la République? Aujourd'hui, nos élites n'ont pas que pour seule ambition satisfaire les besoins d'un président qui a un programme politique. Mais ils sont dans la construction de leur
notoriété de leur personnage présidentiel pour arriver à ce qu'on appelle aujourd'hui le comportement Issa Chiroma. C'est-à-dire quoi? La traîtrise politique. C'est vrai que la trahison est quelque chose de fondamental en politique parce que ça nourrit le jeu. Pour eux, c'est une ambition politique, ce n'est pas une trahison pour eux. C'est une trahison dans la mesure où nous sommes colonisés et si nous nions le fait que nous soyons colonisés, on va fausser les données. Le président de la République, dans sa lutte silencieuse, a travaillé à ce qu'aujourd'hui, juridiquement, le Cameroun, si il faille considérer que Issa Chiroma, le futur soi-disant président de la République, arrive à prendre le pouvoir, il a toute la latitude, soit de nous sortir du franc CFA, soit de créer notre monnaie sans toute attaque juridique. Parce que le président, en 43 ans, a veillé à ce qu'il y ait la paix sociale et que les soubresauts qui fragilisaient, n'est-ce pas, l'évolution du Cameroun, soient évacués à l'heure actuelle. Donc, le futur président de la République, sa mission, c'est de construire la pleine souveraineté de l'État du Cameroun. Mais qu'est-ce que le président de la République constate? Que tout ce travail-là peut être mis en mal dans la mesure où un monsieur comme Issa Chiroma arrive et nous dit « il ne faut pas parler du franc CFA. Le franc CFA, c'est une bonne monnaie. » Ça voudrait dire quoi? Toutes les idéologies dissidentes autour de la question du franc CFA, arrivées au pouvoir, le ministre Issa Chiroma va nous matraquer, va nous dire que le franc CFA, c'est une bonne monnaie. À la Ouattara, il va nous faire ça à la Ouattara. Et donc, vous voyez ici que c'est la première, si je ne donne pas une information, je considère que le Cameroun aujourd'hui a lancé Bloomfield. Bloomfield aujourd'hui va essayer de garantir, n'est-ce pas, une émission au niveau de... Donc vous voyez que le Cameroun, pour la première fois, essaye de capter les investisseurs étrangers, les gros investisseurs étrangers. Bloomfield, c'est rien, ce n'est pas rien. Donc vous voyez que si un président arrive et nous dise que avec ce monde multipolaire, il faut plutôt rester dans l'unipolarité du monde. C'est-à-dire quoi? Nous, on va rester avec les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne, on va continuer à faire notre bisbille là, on va piller, on va rester en bon terme avec eux. Et toutes les questions qui viennent du côté de la Russie, de la Chine et j'en passe. Donc les relations que le président de la République a tissées aujourd'hui, à travers les actions des Camerounais, non pas que le ministre Issa Chiroma, mais des Camerounais, envisagent d'être déconstruits, dans la mesure où ils fragilisent leur État, le mettent en mauvaise posture pour que l'Occident arrive et solutionne quoi que ce soit, le superficiel. Mais en dessous, nous restons les dindons de la farce. Et donc, la diaspora, en ces thèmes-là, qu'est-ce qu'elle a apporté au niveau du Cameroun? J'ai envie de dire rien, que dalle, que nini, comme on dit. Et donc, à ce moment, je suis satisfait du fait que le président de la République n'apporte aucune oreille à ce que la diaspora demande. Aucune oreille, même double nationalité ou quoi que ce soit. Parce que j'en ai vu avec un monsieur, monsieur Atangana qui est en prison. Il a travaillé, et l'avocate là, elle a travaillé pour le compte du Cameroun. Elle a été au cœur, mais sauf qu'elle a pillé. Oui, elle a pillé. On l'a enfermé. La France, il s'est revendiqué français. C'est ça, cette bipolarité du Camerounais qu'il faut d'abord combattre et qu'il faut mettre au cœur et que chaque Camerounais se regarde en face. Est-ce que je vais continuer à être bipolaire? À savoir que je vole ici, dès qu'on m'attrape là-bas, je pars ici. Et donc, toutes mes revendications que je demande, le politique doit prendre ça en compte pour prendre une décision qui se voudra plutôt sérieuse. N'apporte pas nécessairement ce que le président de la République attend de la diaspora, c'est-à-dire le développement de du pays par la diaspora, comme les Maliens. Naturellement, vous voyez qu'on est plutôt dans une volonté individuelle, on n'est pas dans la volonté générale. Le Camerounais pense en volonté individuelle, il ne pense pas en volonté générale. Et c'est en cela que c'est dommageable, c'est dommageable. Vous voyez même les influenceurs aujourd'hui qui militent pour la cause du ministre Issa Chiroma Bakary. Si vous entendez les différentes sommes qu'ils ont reçues pour mener ce travail numérique, vous allez tomber à la renverse. Et c'est le lieu pour moi ici de saluer le travail que vos confrères, à savoir Ernest Obama, Bruno Bidjan et Raoul Christophe Mbia, qui ont, n'est-ce pas, apporté d'un point de vue communicationnel une riposte à
tout ce leurre médiatique qui a été versé sur le Cameroun. Vous savez, les années de Hitler, quand il faisait son one-man show, dans la mesure où il instaurait les chambres à gaz, la logique du gouvernement camerounais tend à ne rien dire. Mais sauf que cette posture historique nous renseigne, c'est que laisser la communication, travailler les perceptions des populations est très dommageable pour l'existence même de nos ambitions. Dans la mesure où, je ne vais pas apprendre ça, par exemple, à un ministre comme Jarfa Menongo, qui s'y connaît naturellement mieux que moi. Et donc, vous voyez que si on laisse la communication entre les mains, les communications numériques, j'entends, entre les mains de ces militaires numériques, vous voyez que le penchant qui doit apporter la riposte et égaliser, n'est-ce pas, les forces qui construisent des idéologies opposées n'existe pas. Et donc, cependant, de la communication militaire, n'est-ce pas, des différents influenceurs qui travaillent pour la cause du ministre Issa Chirouma Bakary, naît du fait qu'elles doivent asseoir une perception unique sur le citoyen camerounais et qui ne doit que la valider parce qu'il n'y a pas de pendant qui vient. Et donc, c'est pourquoi je félicite ici les trois journalistes-là qui ont apporté quelque chose de fondamental. Et ça me rappelle un peu, n'est-ce pas, les trois flèches, les croix gammées, et puis les trois flèches qui montraient qu'il faut faire plutôt corps vers cette croix gammée-là pour annihiler, n'est-ce pas, toutes les velléités de subjugation de notre idéologie. Il nous reste 5 minutes pour achever cette émission. Jusqu'à maintenant, les résultats officiels n'ont pas été proclamés. La date butoir est fixée naturellement le 26 octobre 2025 pour validation par le Conseil constitutionnel. Certains éléments non officiels et les discours publics suggèrent déjà des scénarios de victoire. Sur base de votre lecture du paysage politique et des indices disponibles, qui, selon vous, est le plus susceptible de l'emporter? Paul Biya ou Issa Chirouma Bakary? Quel indicateur ou scénario retenez-vous et quelle marge d'incertitude demeure? Sans vouloir faire ombrage, n'est-ce pas, à la prérogative du Conseil constitutionnel, je m'aventurerai à dire que le président de la République, son Excellence Paul Biya, est bien parti pour remporter cette élection. Mais est-ce que le citoyen camerounais est bien parti pour sauvegarder l'État du Cameroun? Parce que la déclaration sera faite et la riposte venant du côté du ministre Issa Chirouma va se faire entendre dans la mesure où il proclamera naturellement un de ses gouvernements. Il va, n'est-ce pas, recruter des miliciens et il va travailler à ce que l'armée soit en porte-à-faux avec ses ambitions légitimes. Et donc la déclaration ou alors la proclamation de la victoire du président de la République, son Excellence Paul Biya, est certaine, mais pas lointaine, j'ai envie de dire, comme il avait lui-même essayé de le dire face à François Hollande. Mais ceci étant dit, j'ai envie de convoquer ici la posture et le comportement des militants du RDPC. Vous voyez qu'ils sont exaspérés, ils sont déboussolés, ils ne comprennent plus rien, n'est-ce pas, dans ce parti politique-là. C'est pourquoi aujourd'hui, il faut considérer que la chute, n'est-ce pas, en termes de voix qu'on a apporté au président de la République pour cette élection est un message cinglant, que ce soit les votes venus de la diaspora, que ce soit les votes même au sein du territoire camerounais, c'est un vote sanction. Même s'il gagne, c'est un vote sanction qu'il doit prendre en considération. Parce que dites-vous bien que les législatives et les régionales sont à notre porte et il faudrait bien qu'il ait la majorité. Et à ce moment-là, il faut ratisser l'âge pour que, n'est-ce pas, il ait la majorité qui lui permettrait de gouverner. Si aujourd'hui le ministre Issa Chirouma ne fait pas la même erreur que le ministre Kamto, il est en bonne position pour arriver au niveau de l'Assemblée et mettre en mal la politique du gouvernement. Mais seulement les électeurs de Issa Chirouma sont en majorité les électeurs du professeur Maurice Kamto. C'est pourquoi la politique au Cameroun aujourd'hui, elle est ponctuelle.
Elle est ponctuelle, il n'y a pas de continuité parce qu'il n'y a pas d'idéologie. Et même les citoyens qui vivent au niveau de la diaspora manquent d'idéologie politique, dans la mesure où ils sont dans un suivisme actentiel, dans la mesure où aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas Kamto, il nous faut bien un bon diable qui est le ministre Issa Chiroma, qui, ma foi, n'a pas de programme politique à l'heure aujourd'hui. Quand nous tenons ce discours, on ne connaît pas véritablement son programme politique. Il est certes passé dans les médias pour nous raconter avec la belle parole qui est la sienne, le griot du Lamido, du Garoua. Naturellement, il est passé pour nous raconter ce qu'il fera. Mais il ne nous a pas donné un document qui nous permet d'avoir une lecture approfondie, n'est-ce pas, et une analyse profonde, n'est-ce pas, des actes qu'il va poser pour nous garantir, n'est-ce pas, une souveraineté au niveau du Cameroun. C'est pourquoi je dis, c'est ponctuel dans la mesure où, même si le RDPC aujourd'hui est arrivé en tête au niveau des élections présidentielles, et que la négation de la victoire du ministre Issa Chiroma lui fait perdre naturellement des sympathisants. Et ces sympathisants-là, qui viennent pour la plupart du parti MRC du ministre Kamto. Et donc, même au niveau des élections législatives ou alors régionales, il faudrait que les partis d'opposition fassent bloc, fassent une candidature qui, ma foi, se voudrait unique et arriver, n'est-ce pas, à engranger de véritables sièges au niveau de l'Assemblée nationale et contrebalancer ce pouvoir présidentiel qui, ma foi, aujourd'hui a agi en toute quiétude parce qu'ils avaient, n'est-ce pas, une chambre qui était la leur, dans la mesure où c'était eux, les patrons de cette chambre-là. Ils décidaient quoi changer, quand changer, où changer et à quel moment changer. Or, s'il y a l'opposant de l'opposition aujourd'hui qui est construite par des postures qui sont propres, n'est-ce pas, à la construction idéologique, qui voudrait que, pour orienter naturellement les actions du gouvernement, c'est en cela que le contrôle se fera véritablement et que la corruption, ce qu'on entend jusqu'ici, ma foi, si les acteurs politiques de l'opposition sont sérieux, va drastiquement baisser. Le RDPC, forcément, a un réveil face aux élections qui viennent de se dérouler. Certainement, c'était l'ambition du président de la République, son Excellence Paul Biya, d'avoir un champ politique vraiment très compétitif. Est-ce que le RDPC ne va pas se réveiller après ces résultats et mettre sur pied une autre dynamique? De ce qu'on voit aujourd'hui, l'ancrage démocratique au niveau du Cameroun est quelque chose de phénoménal. Chaque Camerounais que vous fassiez sur le territoire camerounais un voice pop va vous dire qu'il attend la décision du Conseil constitutionnel. Il respecte les institutions. Il veille à ce que, n'est-ce pas, le processus électoral arrive à son terme. Et de ce point de vue, la configuration, même au sein de l'ECAM, qui a été niée par les médias qui n'ont pas diffusé, n'est-ce pas, la composition ou alors l'organisation des élections à proprement parler. On n'a pas forcément mené des débats là-dessus pour édifier le citoyen quant à ce que la transparence, elle est assurée au niveau de l'ECAM. Tout ce qu'on a fait, c'est de dire et l'ECAM n'est pas crédible, et l'ECAM n'est pas transparente, et l'ECAM n'est pas, et l'ECAM n'est pas. Donc le média a travaillé à ce que le citoyen n'ait pas confiance à cette institution-là. Quand bien même, n'est-ce pas, sa composition ou alors la composition des organes qui doivent travailler sur les questions électorales se veut transparent. Et ma foi, à ce moment-là, à quoi nous servent nos médias? À déconstruire l'existence de l'État, à mener une confusion, une méfiance au niveau de nos institutions. Sont-ils des médias à gage? Sont-ils des médias qui concourent, n'est-ce pas, à la construction d'un État démocratique, comme ce que le président entendait quand il donnait la libéralisation de la presse au niveau du Cameroun? On a le droit de se poser des questions. Quand on regarde un média, il ne faut pas avoir peur. Aujourd'hui, on est dans l'histoire, il faut la créer, il faut les créer. Quand on voit un média comme Equinox, qui a, n'est-ce pas, une visibilité certaine, traiter des questions subsidiaires, des questions qui, ma foi, n'éduquent pas véritablement le citoyen, mais le confinent dans une posture de va-t-en-guerre, le confinent dans une réflexion ponctuelle et construit sa logique dans ce que j'ai envie de dire ici un soldat. Le soldat, il attend la décision que, c'est le moment, il faut partir, il faut aller frapper. Et donc, toutes les émissions de ce média que j'ai énoncé ici ont travaillé à ce que le citoyen camerounais reste en alerte.
Or, la vocation des médias, c'est d'éduquer, ce n'est pas de construire un environnement dans lequel le citoyen doit rester en alerte. À ce moment-là, le citoyen camerounais dans son ensemble a échoué. Ce n'est pas que le président de la République. Chaque Camerounais a échoué. Une minute pour clôturer cette émission. Selon vous, la démocratie camerounaise est-elle aujourd'hui arrivée à maturité? Et quel message adressez-vous aux Camerounais? Je dois dire que le président de la République a réussi à amener la démocratie où elle se trouve aujourd'hui. Et pour ma part, je crois qu'elle est en bonne voie. Chaque acteur doit travailler à ce que cette démocratie-là se perfectionnise et que nous soyons rassurés de ce que nos institutions garantissent, n'est-ce pas, notre volonté démocratique et nos actions naturellement. Et donc, elle est perfectible et il faudra travailler à ce que les récriminations qu'on dit du code électoral doivent être entendues naturellement parce que ce sont les acteurs qui font la démocratie et puisqu'ils disent que ce code électoral n'est pas le bon, il faudra les entendre, les écouter pour, n'est-ce pas, construire un code électoral qui se veut consensuel ponctuellement, je dis ponctuellement à dessein. C'est sur ces mots que s'achève cette émission, cette édition de présidentielle 2025. Nous vous reviendrons après les résultats proclamés par le Conseil constitutionnel pour définitivement tourner la page de présidentielle 2025 sur Bengo 21 TV. Informer, c'est éduquer.